C'est en tant que président de PNC que je vais m'exprimer. PNC France est une ONG dont l'objectif est la préservation du climat en préservant le patrimoine scientifique, industriel et humain que constitue la filière nucléaire française. Considérant que la création, le développement, l'avenir, qui est le sujet d'aujourd'hui, du nucléaire découle de décisions politiques, PNC s'adresse aux décideurs, élus locaux, élus nationaux, élus européens et à l'exécutif, bien sûr, qu'il s'agisse de l'exécutif français ou de la Commission. Notre conviction est que décarbonée et pilotable, l'énergie nucléaire est indispensable à la France et à l'Europe pour atteindre leurs objectifs climatiques. Je m'exprimerai sur 3 points. D'abord et surtout le nucléaire français, sa trajectoire qu'il est important de comprendre pour saisir les dangers qui planent sur son avenir, son financement, le rôle du nucléaire pour le climat et la stabilité du réseau, les enjeux politiques sur la présidentielle de 2022 des choix énergétiques. Claude Fischer-Herzog s'exprimera sur le mix électrique européen, les choix des États, les enjeux financiers avec la taxonomie, tout ceci étant décisif pour l'avenir de la filière qui constitue un patrimoine inestimable. Nous allons voir que la politique, comme toujours, est à peu près partout. D'abord, si vous le voulez bien, le point sur le nucléaire français, avec une petite rétrospective, vous la connaissez toutes, mais j'ai souhaité y revenir. C'est par une décision politique dans les années 70, face au premier choc pétrolier, que la France décide de conquérir son indépendance énergétique et de s'engager sur la construction d'un vaste programme de centrales électronucléaires. Ce choix stratégique, fondé sur la facilité d'approvisionnement en combustible, à un coût abordable, également sur l'extraordinaire densité énergétique de l'uranium, puisque avec 0,5 mg d'uranium, on peut produire l'équivalent en énergie de ce que produit 1 litre d'essence, c'est-à-dire 2000 fois plus. En outre, ce choix va se révéler visionnaire avec la montée des exigences environnementales et climatiques. En effet, non seulement l'énergie nucléaire est pilotable, comme l'hydraulique, pouvant répondre à tout moment aux fluctuations de la demande, mais elle est également décarbonée, émettant, selon l'ADEME, qui n'est pas suspecte d'indulgence avec le nucléaire, 6 grammes de CO2 pour produire 1 kWh, quand le charbon en émet 1000 et le gaz à peu près 480. Le photovoltaïque et l'éolien en émettant respectivement 50 et 14. Seul l'hydraulique fait encore mieux. Quant à l'emprise au sol, aux effets sur les paysages, la biodiversité, les chiffres sont assez impressionnants. Pour une même puissance installée en nucléaire, il faut 1500 fois plus de place, de surface, pour l'éolien et 10 000 fois plus pour le photovoltaïque. Ces chiffres sont à méditer, ils sont énormes et ils expliquent les conséquences environnementales et sociétales de plus en plus du développement des énergies nucléaires. Ces choix stratégiques des années 70 ont fait de la France le pays dont le mix électrique est le plus nucléarisé, à plus de 70%, doté du second parc nucléaire au monde, derrière les USA, mais devant la Chine et sûrement pas pour longtemps. Ce choix a fait consensus longtemps, jusqu'en 1997. En 1997, le consensus se fissure quand, en échange de leur soutien au gouvernement de Lionel Jospin, qui a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale, les Verts exigent la fermeture du réacteur à neutrons rapides Superphénix de 4e génération, technologie fermant le cycle de l'uranium. C'est une décision lourde qui va faire date. En 2012, un accord identique entre Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste conduit François Hollande, a annoncé la fermeture de Fessenheim. En 2017, Nicolas Hulot
entre au gouvernement, il est nommé ministre d'État de l'Environnement et de la Transition écologique. L'énergie a été, en 2007, ce qui est à mon sens une erreur, rattachée au ministère de l'Environnement, et le même ministre va préparer la loi dite Stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui prévoit la fermeture de 14 réacteurs avec un objectif de 50% de nucléaire à l'échéance 2035. En 2019, c'est-à-dire il y a 2 ans, le gouvernement arrête le réacteur expérimental, le programme Astrid de 4e génération, et en 2020, successivement, en janvier et en juin, les 2 réacteurs de Fessenheim vont être fermés, avec une estimation du coût de cette fermeture qui oscille, selon les experts, également leurs opinions, entre 5 et 10 milliards d'euros, et des conséquences en matière d'émissions de 6 à 12 millions de tonnes de CO2 supplémentaires émises chaque année dans l'atmosphère, avec en outre des conséquences économiques et sociales douloureuses pour la région de Fessenheim, sa communauté de communes, son maire, Claude Brenner, m'ayant encore récemment dit que l'État ne tenait pas les engagements qu'il avait pris préalablement à la fermeture pour compenser les conséquences économiques de celle-ci. En décembre 2020, il y a donc quelques mois, le président de la République déclare pourtant, je le cite, « L'avenir énergétique de la France passe par le nucléaire ». Fin de citation. Mais en même temps, selon la formule consacrée, il remet à 2023 et après le raccordement de l'EPR de Flamanville, le lancement du nouveau nucléaire, c'est-à-dire les EPR2. Il évoque aussi, créant une incertitude supplémentaire, l'hypothèse d'un mix 100% énergie renouvelable en 2050. On peut dire que la filière nucléaire française dépend surtout d'une gouvernance politique qui, en au moins 10 ans, n'a pris que des décisions négatives à son égard et n'a pas écarté la sortie du nucléaire. Quelle autre filière industrielle aurait pu résister à une telle déshérence? Or, la filière est toujours là. Le nucléaire français apparaît bien tel qu'il est, tel un pilier de la puissance nationale. D'ailleurs, la filière, sous la vigilance de l'autorité de contrôle la plus exigeante du monde, la SN, a continué à fournir aux Français et à l'export une électricité sûre et décarbonée. La filière a même fait beaucoup plus pour préparer l'avenir. Ainsi a-t-elle engagé sur le parc des travaux qui sont dits des travaux post-Fukushima, qui renforcent la sûreté des installations pour 10 milliards d'euros. Elle a engagé aussi les travaux du grand carénage pour 50 milliards d'euros, afin que, après avis de la SN, le prolongement d'exploitation des réacteurs puisse aller jusqu'à 60 ans, avec bien sûr les visites décennales. La filière qui maîtrise toute la chaîne du combustible dispose d'un projet mature, sûr et financé pour le stockage des déchets de haute activité et de longue durée de vie. C'est le projet CIGEO à Bure. Et tirant les leçons des graves problèmes rencontrés lors de la construction de l'EPR de Flamanville, liés, on le sait, à une perte de savoir-faire, mais aussi à un changement de normes en cours de chantier, EDF a ouvert une université des métiers du nucléaire. Elle a reconstitué son savoir-faire, ayant opéré 30 000 recrutements entre 2015 et 2018 et prévoyant encore 20 000 recrutements sur la période 2020 à 2023. Elle a tiré aussi la leçon de l'EPR d'Olkiluoto en Finlande, dont le chargement en combustible vient d'être réalisé. Elle est forte de l'expérience des 2 EPR de conception française à Taishan en Chine, qui sont déjà raccordés au réseau sans aucun problème. La filière a désormais, avec l'EPR2, le projet mature et compétitif de 6 EPR, un investissement de quelques 48 milliards d'euros qu'il est urgent de lancer. On voit que la filière, dans un contexte de désindustrialisation rapide, alors qu'une crise sans précédent frappe nos 2 premières filières, l'automobile et l'aéronautique, le nucléaire, la 3e filière française, le nucléaire fait preuve d'une résilience
pour rebondir, c'est remarquable. C'est une chance à ne pas laisser passer, car le nucléaire, c'est une multitude de sous-traitants et de métiers de haute technologie au cœur de la révolution, de la quatrième révolution industrielle que nous vivons, la révolution numérique, et au cœur du défi écologique. Toutes les activités dépendantes du nucléaire ont des perspectives prometteuses en France et à l'export, comme le nucléaire lui-même d'ailleurs, puisque l'AIE prévoit que le parc nucléaire mondial sera multiplié par 2 à 3 d'ici 2050. Tous les grands pays s'activent dans le nucléaire, les USA, la Chine, la Russie, l'Inde, la Grande-Bretagne. Et en Europe, 14 pays se sont tournés ou se tournent vers le nucléaire pour relever leurs engagements, pour tenir leurs engagements climatiques. Les engagements de l'Europe, d'ailleurs, sont très audacieux. Je dirais même qu'ils ont été avancés sans des études d'impact qui paraissent véritablement incontestables. Ces objectifs, c'est moins 55% d'émissions de CO2 en 2030 par rapport à 1990 et la neutralité carbone en 2050. Cela nécessite la sortie des énergies fossiles en un temps record très court et l'électrification massive des transports, des bâtiments, des process industriels. En conséquence, la demande en électricité va augmenter et davantage que ce que prévoit la PPE, qui, vous l'avez compris, a été élaborée dans un esprit que je qualifierais d'idéaliste. Pourtant, en dépit de tous ces points positifs, l'avenir du nucléaire français est menacé. Il est menacé par l'absence de décision politique pour lancer le nouveau nucléaire et reprendre la recherche. Il est menacé par des manœuvres politiques en France, mais il est menacé également par des manœuvres politiques à Bruxelles qui concernent l'accès à son financement. Or, on l'a vu, la filière a besoin de plus de 100 milliards d'euros, c'est vital. Claude Fischer va nous le détailler dans quelques instants. Le nucléaire est encore menacé par un excès d'installation de capacités d'énergie intermittente. Celles-ci viennent déstabiliser le réseau, comme l'ont souligné l'ASN et France Stratégie. Il est menacé par un système tarifaire kafkaïen, coûteux pour le consommateur, dans lequel l'électricité des énergies renouvelables est prioritaire sur le réseau, cette électricité étant préachetée, conduisant en cas de forte production d'énergie renouvelable à des prix négatifs qui pénalisent évidemment les énergies pilotables et créent un double système. Pour résumer la situation du nucléaire français, je dirais qu'il est prêt à rebondir et que ce rebond est urgent, mais on le comprend, ce rebond, ces décisions sont politiques. Je vais maintenant vous dire quelques mots du nucléaire, condition nécessaire à la lutte contre le dérèglement climatique et pour la stabilité des réseaux. Si la France est leader des pays du G7 et co-leader avec la Suède en Europe en émettant 4,2 tonnes de CO2 par an et par habitant, alors que l'Allemagne en émet le double, c'est grâce à son mix électrique nucléarisé à 70%. Grâce à la part de l'électricité, 25%, dans son mix d'énergie finale, alors que la moyenne est à 18%, et à son électricité décarbonée à 90%. Pourtant, afin de diversifier ses sources de production électrique, la France a déjà dépensé 200 milliards d'euros en faveur des énergies renouvelables. Selon la Cour des comptes, ces chiffres et les conséquences de ces chiffres méritent d'être médités. En effet, malgré cette somme faramineuse, il n'y a pas eu de bénéfice environnemental, ce qui n'a pas empêché, en outre, de susciter, si j'ose dire, un vent de protestation quant aux conséquences paysagères et faunistiques du développement des énergies renouvelables. Pour des raisons politiques, en 2011, en Allemagne, des raisons politiques qui, en l'espèce, sont la possibilité d'une grande coalition entre les Verts et la CDU,
la chancelière allemande, Angela Merkel, a décidé, quelques mois après Fukushima, d'arrêter les centrales nucléaires allemandes en 2022. Cette décision politique est extrêmement conséquente sur le plan européen, nous allons le voir. Elle a engagé, l'Allemagne, des investissements colossaux dans les énergies renouvelables. 500 milliards d'euros ont été dépensés pour installer de l'éolien et du photovoltaïque. Et pourtant, il n'y a pas eu d'amélioration sensible du bilan carbone, qui est franchement mauvais, de l'Allemagne, et celle-ci prévoit la fin du charbon seulement en 2038. De son côté, la Belgique a prévu sa sortie du nucléaire en 2035. Alors pour les Belges, ils assument d'installer, si j'ai bien compris, à la place de ces centrales nucléaires, des centrales à gaz, le gaz émettant 70 fois plus de CO2 que le nucléaire. On peut s'interroger sur le bilan carbone qui s'en suivra. Il faut en effet bien que les pays répondent en permanence à la demande et que l'on puisse pallier à l'intermittence des énergies renouvelables et assurer la stabilité du réseau, puisque chacun le sait, quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de soleil, des puissances installées qui peuvent être faramineuses ne dégagent pratiquement aucune énergie qui puisse être mise sur le réseau. C'est pour cela que l'Allemagne, après la construction en urgence, on pourrait dire cela comme ça, d'une ultime centrale à charbon pour suppléer en partie à la production supprimée de Fessenheim, l'Allemagne remplacera immanquablement une grande partie de ces centrales à lignite et à charbon par du gaz. Il est vrai qu'avec le second gazoduc, Nord Stream 2, l'Allemagne devient le hub gazier de l'Europe sous la dépendance de la Russie. C'est une information géopolitique que l'on doit quand même garder en mémoire. Car remplacer des centrales pilotables, fossiles ou nucléaires, par des énergies renouvelables n'assure pas l'approvisionnement en toutes circonstances et exige d'installer des puissances à gaz simultanément pour les pays qui se seront privés du nucléaire. Ainsi, c'est clair, la puissance du lobby composite qui s'oppose au nucléaire. Et il est très actif à Bruxelles. Ce lobby associe des idéologues, on va dire aussi des idéalistes, des fabricants de machines, des gaziers et des investisseurs attirés par les facilités financières offertes aux énergies renouvelables. Et le lobby, chacun le sait bien, est aidé par certains pays amis qui ont fait d'autres choix que la France. Je dois aussi souligner les conséquences sur la stabilité du réseau, les risques de blackout que pourraient créer les fermetures de puissances pilotables installées sur la plaque France-Allemagne Benelux, puisque rien qu'entre la France et l'Allemagne, sur la période 2005-2025, ce seront 30% de puissance, ce sera 30% de la puissance installée qui aura été fermée. On voit le danger sur la stabilité du réseau, les risques de blackout et ainsi le rôle optimal que le nucléaire français peut et doit jouer. Au moment où la transition énergétique doit se faire vers l'électricité, soit les tenants, conscients ou non de la décroissance, l'emporteront avec ses risques économiques et sociaux, mais aussi les risques de blackout, comme la Cour des comptes allemande vient de l'exprimer sans modération, soit d'autres puissances pilotables seront disponibles. Tel est l'objet de la compétition entre le nucléaire et le gaz, dont va nous parler dans quelques instants Claude Fischer-Herzog. Force est de reconnaître que sous la pression idéologique qui priorise la sortie du nucléaire sur la lutte contre le réchauffement climatique, les gouvernements et la Commission n'ont pas sérieusement anticipé les exigences climatiques et énergétiques. Je cite Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie. Il dit « Fermer les centrales nucléaires françaises serait une erreur. Le nucléaire est un atout pour la France. » Fin de citation. On peut ajouter que si l'Europe avait eu un mix énergétique aussi performant que celui de la France, elle aurait déjà atteint les objectifs climatiques
fixés par le GIEC. Enfin, je vais vous dire quelques mots, puisqu'on me l'a demandé, des enjeux pour la présidentielle de 2022, des choix énergétiques qui sont faits. Oui, le nucléaire sera un des thèmes de la campagne présidentielle l'année prochaine pour au moins 4 raisons. D'abord, la préoccupation climatique et environnementale. Ensuite, la supportabilité financière des énergies renouvelables. Les conséquences économiques et sociales de la fermeture des installations nucléaires de base. Et enfin, l'acceptabilité sociétale des énergies renouvelables lorsqu'elles sont dominantes. D'abord, le climat et l'environnement sont effectivement devenus des préoccupations majeures. Et le nucléaire apporte, on l'a vu, la meilleure réponse. C'est la raison pour laquelle le nucléaire doit être maintenu au moins au niveau des puissances installées et les énergies renouvelables venant en complément. Il faut donc lancer le nouveau nucléaire et la recherche sans délai. La supportabilité financière du développement excessif des énergies renouvelables tel que prévu dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. In fine, c'est une question de coût par le consommateur ou et par le contribuable. Coûts liés aux installations, bien entendu, et des installations qui ont une vie, en ce qui concerne les énergies renouvelables, courte, une vingtaine d'années. L'exigence de construire de nouvelles lignes, ce qui a un coût, des capacités de stockage qui d'ailleurs restent à imaginer, à inventer et à construire, ce qui a un coût, et bien sûr le coût économique financier des fermetures d'installations nucléaires de base. Troisième point, les conséquences économiques et sociales de ces fermetures d'INB sur une filière qui compte 220 000 emplois, la multitude de métiers et d'entreprises de haute technologie qui sont concernés et l'exemple particulièrement fâcheux de la fermeture de Fessenheim sans raison technique, sans raison scientifique, sans raison de sûreté, uniquement pour des raisons politiques. Enfin, l'acceptabilité sociétale d'un mix fortement proportionné en énergie renouvelable, avec immanquablement une inversion de ce qui a prévalu jusqu'à nos jours avec l'électricité, c'est-à-dire un système où la production s'adapte instantanément à la demande, qui serait remplacée par une demande qui serait influencée en fonction de la production, et puis l'impact des énergies renouvelables sur les paysages avec de vastes et très nombreux champs d'éoliennes ou de photovoltaïques et les nouvelles lignes dont on connaît la difficulté lorsqu'il faut les construire. Voilà ce que j'ai souhaité vous dire en quelques paragraphes, en quelques mots. C'est évidemment pour vous sûrement très superficiel, mais c'est surtout une réflexion qui m'est venue à la suite de mon parcours personnel, professionnel, scientifique et de mon parcours public, où j'ai pu observer de très près, puisque j'ai vécu certains de ces épisodes à l'intérieur même de l'hémicycle, comment des choix sont faits, des décisions extrêmement lourdes sont prises sans avoir significativement mesuré les conséquences de ces décisions. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Accoyer, pour une passionnante intervention introductive. Donc, sans transition, je passe la parole à Claude Fischer-Herzog pour la suite, voilà, son intervention, avant que je pose des questions de la part des participants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y en a déjà quelques-unes, mais vous pouvez en poser d'autres si vous le souhaitez. Claude, c'est à toi. Bien, je remercie Bernard, évidemment. Il y aura sans doute quelques redites, mais de façon différente, dans mon propos liminaire, et qui a bien posé la question, évidemment, de l'enjeu et du défi
pour les États et l'Europe de relancer, enfin de renouveler et de développer le nucléaire dans le cadre de nos objectifs climatiques et économiques, je rajouterai, mais je vais en parler. Alors, la Commission européenne, il l'a dit, Bernard, a proposé un Green Deal, ce qu'on appelle un Green Deal, avec l'ambition d'être le premier continent du monde, toujours nos grandes ambitions, climatiquement neutre en 2050, ce qui veut dire en clair zéro carbone dans notre économie. Donc, un défi extraordinairement difficile. Or, pour y arriver, la Commission nous propose de réduire notre consommation énergétique par 2 et un mix électrique avec 15% de nucléaire en 2050 et 80% d'ENR, 0% en 2100 et 100% d'énergie nucléaire en 2100. Je ne commenterai pas ces chiffres de 2100 car je les trouve complètement surréalistes, irresponsables et infaisables. Donc, de toute façon, je vais m'arrêter aux chiffres 2050. Il est urgent, je le dis tout de suite, de reviser ces objectifs et toute la stratégie qui les sous-tend, car nous ne saurons pas réduire notre consommation par 2. C'est impossible, sauf à refuser toute relance économique et industrielle et à accepter en quelque sorte une paupérisation de notre société. C'est vrai qu'il existe une contradiction énorme entre décarbonation et croissance. La décroissance, chère à nos écolos, peut favoriser le climat, certes, mais est-ce que c'est cette société-là qu'on veut? Et en plus, il faudra qu'il nous explique comment on fait une décorrélation entre le PIB et la demande d'énergie. Mais même si on arrivait à réduire notre consommation d'énergie avec plus d'efficacité énergétique, il faudra de toute façon beaucoup plus d'électricité, Bernard l'a dit, j'en dis quelques mots, pour répondre aux mutations de nos modes de vie, dans les transports, dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans le numérique en particulier, puisque à lui seul, il consommera 14% de l'électricité. Donc, il ne s'agit pas de consommer moins, il s'agit de consommer peut-être plus ou pareil, mais mieux en tout cas, et autrement. Donc, avec quel mix énergétique devons-nous le faire? La Commission européenne évite la question. Elle propose un mix électrique, je l'ai dit, 15% de nucléaire, 80% de l'ENR en 2050, un mix très déséquilibré qui pose beaucoup de questions, j'y reviendrai. Mais ce mix évite la vraie question. Quel pourcentage d'électricité dans le mix énergétique global? Aujourd'hui, il représente 20%. Bernard a parlé de 18 tout à l'heure en moyenne dans l'Union européenne, 25% en France. Ce qui veut dire en fait que nous avons un mix énergétique fait de 80% de fossiles. Le problème n'est donc pas de remplacer le nucléaire par des ENR au sein d'un mix électrique à 20%, mais de réduire drastiquement les fossiles et d'augmenter les ENR et le nucléaire, d'autant plus important bien sûr que les ENR intermittentes comme l'éolien et le solaire auront besoin d'une base pilotable. Nucléaire ou gaz, l'Europe fait l'autruche et il faut arrêter de nous mentir. Sous influence allemande, elle a décidé de réduire le nucléaire pour laisser la place au gaz et au projet. On a parlé du Nord Stream 2 tout à l'heure entre la Russie et l'Allemagne, qui pourra ainsi dispatcher le gaz aux pays qui veulent supprimer le nucléaire, comme la Belgique, ou qui doivent décarboner leur mix, comme la Pologne. Mais la Pologne, elle, se rebiffe, elle rue dans les brancards, elle n'est pas d'accord pour avoir le gaz russe, ce qui va d'ailleurs avoir des conséquences, on le verra plus tard, sur les accords, les contrats que nous pourrions nouer dans le nucléaire, parce que le choix américain lui permettra peut-être d'avoir du gaz de schiste américain, et ça ferait partie d'un contrat un peu global. C'est une hypocrisie, c'est une mauvaise nouvelle pour le climat, puisque le gaz, ça a été dit, 450 grammes de CO2 le kilowattheure, contre 6 pour le nucléaire. Je ne parle pas bien sûr des coûts économiques monstrueux, économiques et sociaux que représenterait la destruction d'une partie ou de la totalité de notre parc. Pour être franc, je pense qu'on aura besoin sans doute d'un mix avec nucléaire, ENR et gaz, voire un peu de charbon avec CCS. CCS, c'est la capture-stockage du CO2. Car la Pologne ne pourra pas supprimer complètement son charbon, elle en dépend à 80%. Et qu'il faudra multiplier par 2 ou 3 la production d'électricité pour atteindre 50% du mix énergétique global,
si on veut diminuer les fossiles, ne serait-ce que de 30%, ce qui serait déjà formidable. Or, je pose la question, qui a envie de se séparer de ces fossiles? Aujourd'hui, 53% des fonds alloués aux entreprises du secteur énergétique dans le cadre des plans de relance des pays du G20 sont allés à des projets utilisant des combustibles fossiles. Donc, de qui se moque-t-on? Et les Verts se trompent de combat en aboyant sans arrêt contre le nucléaire. Ils feront mieux d'aboyer contre le pétrole. Je reviendrai après sur les effets d'aubaine de la taxonomie dans ces grands groupes pétroliers qui s'amusent à faire de l'énergie renouvelable pour toucher des subventions tout en continuant allègrement à extraire et à exploiter le pétrole. Donc un mix énergétique, un mix électrique, pardon, nucléaire, énergie, gaz, dans quelle proportion faut-il le penser? Aujourd'hui, le nucléaire dans le mix électrique représente 24,8% en Europe. Les ENR représentent 38,6%, dont l'hydraulique, qui à lui seul représente 12,7%, les intermittentes représentant 14,4% pour l'éolien, 5,2% pour le solaire. Et les fossiles représentent encore 37% en Europe, dont 20%, grosso modo, pour le gaz et 13% pour le charbon. Si on supprime le charbon, ce qui ne sera pas complètement possible, je l'ai dit, et qu'on maintient le gaz à 20%, il faudra donc augmenter la part du nucléaire et de l'ENR de 15%. Vous m'excuserez ces chiffres, mais ils sont très importants pour comprendre quel mix on pourrait construire en Europe et pour réviser notre stratégie énergétique européenne. En admettant qu'on augmente seulement les ENR, ce qui pour atteindre 50-60% maximum, il faudra de toute façon garder le nucléaire à 25%. C'est là où je voulais en venir. Or, la Commission, dans le programme indicatif nucléaire, nous propose 15%. Donc, pourquoi 50-60% de NR? Parce qu'au-delà, toutes les études le prouvent, le système explose. Et déjà aujourd'hui, les effets sont discriminants pour toutes les autres sources. Trop de NR discrimine toutes les autres sources. Bernard en a parlé brièvement, je voudrais revenir aujourd'hui, tout de suite, car quelle que soit la production, les ENR reçoivent toujours le même revenu par mégawattheure. Qu'ils produisent tous en même temps en faisant chuter les prix de marché ou qu'ils ne produisent qu'à 10% de leur capacité. Cette rétribution est en fait une subvention qui a un coût évidemment et qui est financée par le consommateur et le contribuable. En France, ça représente 7 milliards par an. Par ailleurs, les ENR sont prioritaires sur les réseaux. Elles entraînent un accroissement de volatilité, de prix du marché horaire de 300 à 0 euros le kilowattheure au détriment du nucléaire et du gaz et pénalisant ainsi leurs investissements. On a même pu voir des prix négatifs, ça a été dit, faute de producteurs suffisamment flexibles dans le parc pilotable, mais aujourd'hui, on compense avec le choix du charbon, on compense les ENR avec le choix du charbon, faisant ainsi remonter les prix de gros. Donc on n'est pas à une contradiction près. Je ne développe pas sur les autres effets pervers des ENR, mais les tensions géopolitiques liées à l'importation des métaux rares nécessaires à leur production s'amplifient, ou sur les problèmes d'acceptabilité sociale qu'elles rencontrent un peu partout en Europe, y compris en Allemagne et au Danemark, pourtant le pays pionnier en Europe. Ce qui me ramène à l'option de préserver la part du nucléaire dans le mix électrique à 25% et à l'urgente nécessité d'investir massivement pour maintenir et développer le parc avec la prolongation de la durée de vie des centrales, avec la construction de nouvelles capacités de production dans la 3e génération, avec une diversité d'ailleurs de technologies tout à fait impressionnante et innovante et intéressante, et demain, bien sûr, dans la G4, encore faudra-t-il que nous continuions les recherches en France pour ne pas être obligés d'acheter sur étagère les réacteurs en Russie ou en Chine, qui ont démarré d'ailleurs à utiliser la 4e génération. Nous devrons aussi investir dans la recherche et développement, dans la formation et dans la gestion de nos combustibles usés et des déchets nucléaires. Je fais une toute petite parenthèse, je n'en parlerai pas, sauf s'il y a des questions, mais nous avons ici un savoir-faire exceptionnel en France et nous sommes en train de préparer avec les déchets d'aujourd'hui les ressources de demain pour le parc nucléaire EPR que nous construirons
je l'espère en tout cas, avec ce qu'on appelle le MOX et son multirecyclage, MOX 1, MOX 2, MOX 3. Et la 4e génération viendra en son temps remplacer évidemment les EPR de 3e génération. La Commission européenne a évalué à 400 milliards environ les besoins d'investissement sur la base de 15%, donc dans le mix électrique. Donc, avec plus d'électricité et 25% dans le mix, vous imaginez, ce n'est pas 400 milliards, c'est beaucoup plus. J'évalue à peu près à entre 600 et 800 milliards. Alors évidemment, c'est une grosse somme d'argent. Comment les financer? Et avant de rentrer dans le problème du financement, je voudrais vous dire encore un petit mot sur le rôle et la place du nucléaire dans l'économie. C'est une base pilotable, décarbonée, indispensable, on l'a dit, pour accompagner les ENR. C'est un atout pour l'économie, pour le social, pour l'industrie. En Europe, c'est 126 réacteurs, c'est 118 gigawatts de puissance installée, c'est 800 000 emplois, c'est des dizaines de milliers d'entreprises. C'est une force à l'export dans le monde qui connaît une renaissance nucléaire et où la Chine, la Russie et même les USA maintenant sont très offensifs. Mais c'est surtout un service public. L'énergie nucléaire produit des déchets. Oui, on y reviendra, si vous le voulez pour les questions. Donc, c'est un service public en Europe avec obligation de fourniture d'accès à tout le monde et qui a joué son rôle parfaitement pendant la crise du Covid. La Commission l'a reconnu, mais l'UE ne la considère pas encore comme un service d'intérêt général, ni même un bien public. Et il est combattu par les États qui n'en veulent pas chez eux, alors qu'ils font appel au nucléaire quand il n'y a pas de vent et de soleil chez eux. Je cite l'Allemagne pour ne pas préciser les choses. Et c'est à l'aune du service public qu'il faut d'ailleurs évaluer les coûts. 400 milliards, trop cher? Non, si on y associe les contreparties qui sont énormes. Climat, je ne développe pas. Accès en continu à un prix abordable, sécurité, indépendance énergétique, emploi, développement des territoires. Il se distingue des investissements qui cherchent une rentabilité à court terme et escomptent des avantages durables en matière de bien-être et de sécurité pour la population et l'économie. On doit mesurer en conséquence les coûts-avantages des projets en internalisant les coûts externes et avec des taux d'actualisation favorables. Les projets, ils existent en Europe. En France, ça a été dit, grand carénage, 6 EPR, la recherche, 6 Géo, etc. C'est une garantie pour nous et pour toute l'Europe. Avec les EPR au Royaume-Uni, en Finlande, Olkiluoto commencé à charger hier, enfin ou cette semaine, mais il y a un autre projet avec Fenovoima et les Russes, des projets en Hongrie, en République tchèque, en Pologne avec 6 centrales, en Roumanie, aux Pays-Bas. Et je veux citer les Pays-Bas qui, eux, viennent de choisir la sécurité nucléaire contre les risques du gaz. Vous m'entendez bien, puisque le gaz aujourd'hui provoque des tremblements de terre dans leur pays et ils viennent de décider, en tout cas c'est en discussion, de construire 3 à 10 centrales. Ce sera des réacteurs de 3e génération, des EPR, des 1000 MW, des SMR, des petits réacteurs modulables, et demain, des réacteurs à neutrons rapides ou des MSFR, les à sel fondu, à condition, bien sûr, comme je l'ai dit, de continuer la recherche. Les investissements sont lourds et à rentabilité différée, et les opérateurs ont absolument besoin de garanties d'aide publique ou de prix sur le long terme, dans un contexte où la crise financière globale pèse sur notre avenir et dans un contexte où les coûts sont définis sur un marché européen myope au-delà du court terme. En effet, le marché européen n'est pas adapté. L'organisation et la régulation du secteur électrique libéralisé depuis la fin des années 90 ne permettent pas les investissements à long terme. Il est régi par des règles de la concurrence qui ignorent les coopérations et les services publics. Les prix sont volatiles et dissuadent les investisseurs. Les États membres ont ratifié les règles, vous me direz, sans s'interroger sur la spécificité même de l'électricité, qui n'est pas une marchandise comme les autres et qui est un service public essentiel. Je me rappelle de Jean-Paul Poncelet, je ne sais pas s'il est dans l'auditoire, mais qui s'est battu pour ouvrir le débat sur la réforme du marché et avec nous et en vain. Mais aujourd'hui, on doit le réouvrir ce débat pour une réforme du marché de l'électricité et l'orienter vers les énergies bas carbone avec un système d'échange de quotas de CO2 à un prix plancher intégrant une taxe fondée sur le prix de la tonne de carbone évitée. Mais on doit aller beaucoup plus loin.
il faut diversifier les règles en fonction de la diversité même des intérêts, car l'intérêt général ne se confond pas avec l'intérêt privé. Il faut bâtir parallèlement un cadre d'investissement durable en associant des politiques industrielles et de services publics communes et une industrie financière au service du financement des investissements de long terme. Alors, ça se cherche. Philippe Herzog vous parlerez de toute la bataille qui a été menée, y compris avec Michel Barnier au moment de la crise et depuis, mais s'il n'est pas encore abouti. L'Union le sait, elle cherche à construire ce qu'elle appelle un écosystème financier durable pour financer le verdissement de son économie. C'est le sens d'ailleurs de la taxonomie et les règlements qu'elle vient de décider dans un premier acte délégué pour fournir des outils aux investisseurs et leur permettre d'identifier les opportunités d'investissement durable. À cette étape, le nucléaire n'est pas inclus dans cet acte délégué, mais il le sera certainement dans un acte délégué complémentaire en juin 2021, avec le gaz d'ailleurs, qui n'est pas dans ce premier acte et qui le sera certainement dans le deuxième. Ça a fait l'objet de batailles épiques au sein du Parlement, au sein de la Commission, au sein du Conseil. Et les États opposés au nucléaire se sont battus comme des fous avec leurs associations et nous-mêmes, nous nous sommes battus avec un premier résultat, car si Samuele Furfari, qui doit être lui aussi dans la salle, comme on dit, nous dit, peut-on dire qu'on a gagné? C'est ininterrogé. En tout cas, on n'a pas perdu la bataille, comme je disais à Bernard, et nous devrons la gagner, en tout cas, au mois de juin. Alors, on peut regretter que la finance verte, comme elle est dénommée, n'ait pas fait l'objet d'un texte unique. Vous savez que la France s'est battue avec 6 autres États pour cela, un peu tard, hein, pour dire la vérité, mais bon. Mais au-delà, je souhaite soulever un problème de fond quand même, lié à la méthode et à la décision d'orienter les investissements par une gouvernance confiée à la Commission européenne et à la BEI, ce qui ne pourra pas prétendre à une grande efficacité. En effet, c'est l'UE qui va définir les labels pour inciter les entreprises et les banques à choisir et à financer les technologies qu'elles-mêmes jugent propres en leur offrant des garanties. Elle crée des instruments financiers, comme les obligations vertes, pour diminuer le coût du capital engagé. Mais d'abord, ce système va créer beaucoup d'effets d'aubaine. Je l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'examiner Total, qui peut bénéficier de subventions énormes parce qu'elle va faire des et continuer allègrement le pétrole. 600 milliards de profits grâce aux subventions ONR, hein, il faut quand même le savoir, Total. Mais surtout, ce système ignore le besoin d'une finance mixte pour les projets qui ont un coût du capital élevé, incluant des primes de risque exorbitantes, comme c'est le cas pour le nucléaire. On doit inventer une finance patiente et développer une finance mixte reposant sur des partenariats d'investisseurs publics-privés qui partageront les risques afin d'en réduire les coûts. Le socle d'une finance patiente pourrait reposer sur des investisseurs institutionnels qui s'engageraient durablement pour des projets d'intérêt général. Banques publiques d'investissement, sociétés d'assurance, fonds de pension, fondations. Elle pourrait créer des fonds d'investissement européens décentralisés et l'UE pourrait créer un fonds souverain qui pourrait, rentrer dans le capital de ces fonds, donnant là, évidemment, des signaux extrêmement forts pour les projets en question. La participation des entreprises et des collectivités à la gestion de ces fonds inciterait à chercher la meilleure efficacité économique et sociale en fonction des objectifs partagés. Alors, des modèles existent déjà dans le nucléaire pour le financement des projets qui se caractérisent par un risque financier élevé. Je ne développe pas. Ce risque est lié au type de développement, d'investissement lui-même. En effet, comme vous le savez, la durée totale d'engagement représente environ 100 ans entre la préparation, la construction, l'exploitation, le démantèlement, la gestion des déchets, etc. Et très peu d'électriciens sont capables de financer seuls de tels projets. Des montages financiers sont donc nécessaires, mais ils doivent passer par les fourches caudines de la Commission qui doit donner son accord. Elle l'a fait hier pour ce qu'on appelle le CFD, Contract for Difference, au Royaume-Uni, à Hinkley Point, dont la France pourrait d'ailleurs s'inspirer
pourquoi pas, parce qu'elle a d'autres projets et d'autres modèles pour le futur parc d'EPR. De quoi s'agit-il? Le CFD est un mécanisme de rémunération. Pendant 35 ans, l'électricité produite sera vendue à 92,5 livres du mégawattheure. Alors évidemment, c'est cher et ça coûte cher. Et pragmatiques comme ils sont, les Anglais en ont tiré les enseignements et ils viennent de proposer un autre mécanisme qu'on appelle le RAB, base d'actifs régulés. Il est en discussion aujourd'hui pour les 2 nouveaux EPR à 6 OL, conçus pour financer les infrastructures en partageant certains risques avec la collectivité, ce qui permettrait de réduire les taux d'emprunt et donc le prix de l'électricité produite. Dans ce modèle-là, la rémunération des investisseurs est étalée sur toute la durée de vie du projet, ce qui est très intéressant, alors que dans le CFD, c'est à partir de l'exploitation. Mais le privé s'investira d'autant plus que l'État est investi. C'est le modèle PPA, comme on l'appelle en République tchèque, qui est un contrat de gré à gré entre les producteurs d'électricité et les consommateurs corporate. D'autres modèles existent face à l'absence d'investisseurs. C'est l'entrée des partenaires dans le capital lui-même. Ainsi, Rosatom, par exemple, qui sont partenaires des entretiens européens également, entrera au capital de Fennovoima à hauteur de 34% en Finlande. Il va prêter, avec l'accord de la Commission européenne, 10 milliards pour les projets de centrales à Pax en Hongrie. Et il propose même, comme en Turquie, de prendre tous les risques liés à la construction des centrales contre rétribution garantie par un prix fixe du kilowattheure vendu. Ce qui fait dire à tout le monde que les Russes viennent avec leurs valises pour construire leurs centrales nucléaires dans les pays tiers. Au Royaume-Uni, d'ailleurs, en plus du CFD, il faut savoir que des partenaires extérieurs sont entrés dans le capital de Hinkley Point. Les Chinois, avec CGN, ont investi 8 milliards dans le projet, qui est piloté par EDF Énergie, comme chacun sait ici, et ils ont contractualisé ou marchandé, enfin je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, la vente d'un réacteur Hualong, un réacteur EPR chinois, premier, au Royaume-Uni, et pourquoi pas demain en France, qui nous permettrait une petite diversification de nos EPR. En Pologne ou même en Roumanie, ce sont des investisseurs américains qui sont en liste aujourd'hui et évidemment, nous ne sommes pas les mieux placés pour gagner le marché polonais, mais si vous avez des questions, je renvoie au débat. Le problème, selon EDF, c'est qu'elle ne souhaite pas, pour sa part en tout cas, que le capital russe ou chinois entre dans les projets français. Je rappelle que Bernard a cité 48 milliards pour les 6 EPR. Un cadre d'EDF me disait hier, ça fait finalement que 2,5 milliards par an pendant 20 ans. Donc, en fonction des choix de société et politiques que nous ferons, nous arriverons, j'en suis persuadée, à trouver le financement. En Finlande, c'est un autre modèle. Les entreprises d'électricité nucléaire sont privées. Elles doivent supporter tous les coûts. Et pour les répartir, elles ont créé un modèle de fonctionnement collaboratif, une sorte de coopérative entre les différents actionnaires utilisateurs de l'électricité produite. Opérateurs, les gros consommateurs comme les papetiers, l'aluminium, le numérique, on les a entendus l'année dernière à Helsinki, et les collectivités locales. Donc c'est un autre modèle très intéressant, mais je ne suis pas sûre qu'il soit transférable, encore moins dans un pays comme le nôtre, où évidemment nous pensons public et nous pensons tout État. Quoi qu'il en soit, et quels que soient les différents modèles et les montages financiers qu'il faudra de toute façon faire, l'Europe doit bâtir une filière européenne nucléaire, changer son cadre de marché et adopter un nouveau règlement sur les aides d'État élargi aux projets nucléaires. Elle devra également réformer son traité Euratom. Celui-ci a été un levier pour financer des réacteurs en Europe, 2,5 milliards de prêts Euratom avec un taux bas garanti par la Commission européenne. Il ne joue plus ce rôle du tout, à cause d'ailleurs de la faiblesse relative, certes, de son budget, mais qui est tout entier consacré, pour une large part en tout cas, aux enjeux de sûreté et à son contrôle, et à cause des blocages institutionnels et à l'unanimité des décisions. Et je ne cite pas les pays qui font blocage, vous vous en doutez, Allemagne, Autriche,
Luxembourg, il paraît que les gens d'Euratom vivent l'enfer quelquefois au sein de l'institution. Nous avons une histoire européenne à construire, me disait hier un cadre d'EDF. Comment la construire? Comment permettre aux États membres nucléaires qui veulent continuer à développer le nucléaire de coopérer et de créer une filière sans être bloqués par ceux qui n'en veulent pas chez eux, mais veulent imposer leur choix? Nous proposons, nous en tout cas depuis maintenant une dizaine d'années, et l'idée a fait son chemin, un pacte de solidarité énergétique pour respecter le libre choix des États membres, pour organiser la vie commune des sources sur un marché réformé et pour favoriser des coopérations renforcées, pour mutualiser des coûts dans la sûreté, dans la recherche et développement et la formation, et à l'aval, dans les réseaux et la gestion des déchets, et pourquoi pas des coûts des financements de construction des nouvelles capacités de production avec les licences communes. Je dois dire également que les entreprises et les États membres aujourd'hui sont concurrents, sont rivaux sur le marché. Et la Commission européenne pourrait aider en facilitant un partage des coûts, en créant des classes d'actifs pour des projets en coopération qui trouveraient leur financement sur un marché obligataire européen. Nous mettrons cette proposition dans le débat des entretiens européens que nous organiserons au mois d'octobre prochain sur le financement et la valorisation des projets. On a aujourd'hui un plan de relance européen innovant avec une dette mutualisée en appui des politiques macroéconomiques des États membres et des efforts de construction d'un bien public comme celui de la santé. Pourquoi ne pas le faire au plan industriel pour le nucléaire? Alors, faut-il aller vers une coopération structurée permanente? Les États ne sont pas mûrs, on l'a vérifié à la dernière édition des entretiens européens. Et le modèle de la défense, on l'a vérifié, est très institutionnel. Mieux vaut, je crois, des coopérations renforcées sur des projets. En tout cas, sans attendre, on pourrait imaginer des agences publiques mixtes décentralisées sur les territoires qui définiraient leurs besoins, car ce n'est pas les mêmes partout, évidemment, entre les besoins d'un EPR pour une grande région et des besoins de SMR, comme en Finlande, pour alimenter les réseaux des villes qui sont encore aujourd'hui alimentés au charbon. Ce n'est pas la même chose, mais on travaillerait à leur synergie pour une meilleure cohérence, d'abord des choix nationaux et des choix communautaires. Une agence pourrait être en charge à l'échelle européenne pour planifier et anticiper et proposer, in fine, pourquoi pas, une évolution souhaitable du mix énergétique pour 2050. Voilà un petit peu comment je voulais vous présenter les choses. Je vous remercie. Merci beaucoup Claude et merci beaucoup Bernard pour des excellentes interventions introductives. Alors, il y a énormément de questions dans le chat. Il y a aussi Grégoire Postelvinet qui voulait faire aussi des suggestions, remarques. Je ne sais pas si Grégoire est... Oui, merci beaucoup et merci pour ces présentations tout à fait claires. 4 suggestions ou questions. La première porte sur l'objectif de la SNBC d'avoir 630 TWh en 2050. Ce qui est en fait un objectif de décroissance, pour la raison qu'a dite Mme Fischer-Herzog à l'instant. Et l'Académie des technologies recommande 750 TWh ou de l'ordre de cet ordre-là. Il me semble que dans les programmes présidentiels, c'est un sujet de débat majeur parce que dans un cas, on oppose le lobby nucléaire et le lobby ENR de manière frontale avec une capacité de frein de ce fait considérable et d'aigreurs diverses. Si on explique que le vrai enjeu, c'est de réduire les 75% de carboné, le sujet n'est pas le même et à ce moment-là, on peut vivre plus facilement, y compris pour le nucléaire. Deuxième sujet qui, lui, est politique. Nous aurons de toute façon vraisemblablement les Grünen au pouvoir en collaboration avec un autre parti ou 2 autres partis après le 26 septembre. Il y a 2 sortes de Grünen allemands. Il y en a qui sont pragmatiques, il y en a qui sont radicalement hostiles, quoi qu'il arrive, à tout ce qui est le nucléaire, partout. Si on a quelqu'un dans le genre de Joschka Fischer il y a quelques années,
Ne pourrait-on pas lui expliquer, d'une part, que l'Allemagne bénéficie du caractère pilotable de la plaque électrique européenne grâce au nucléaire français et que si l'Allemagne fait tous ses efforts via la Commission pour dézinguer le nucléaire français, elle aura en retour un problème de pilotabilité sur son propre territoire qui sera sérieux. Et donc, elle ferait bien mieux de nous laisser vivre, quitte à ce que nous la laissions vivre sur sa propre stratégie. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, qui est toujours aussi politique, c'est que nous avons un allié désormais en la personne de M. Kerry, qui à la fois est pour travailler sur le changement climatique et qui n'est pas hostile au nucléaire, encore qu'il préfère surtout les SNR. Par ailleurs, le même Kerry a aussi un intérêt à ce que les Polonais ne se mettent pas dans la main des Russes. Et par conséquent, on peut éventuellement suggérer que sur ce point, la diplomatie commune entre les États-Unis et la France pèse sur ceux qui en Europe sont radicalement hostiles au nucléaire pour dire que c'est une sottise. Alors je sais que c'est assez atypique par rapport à ce qu'on fait d'habitude au nom de l'autonomie de décision européenne, mais néanmoins ça me paraît un sujet qui mérite un intérêt. Et enfin, dans le débat public, il y a deux sujets qui ne figurent pas, ou très peu aujourd'hui, c'est la compétitivité de l'industrie aval. Avec l'augmentation des coûts programmés, si on augmente très sensiblement les ENR, on va se trouver avec un risque de délocalisation massif d'une grande part de l'industrie dans les 5 ans à venir. Et ça, je pense qu'il faut en avoir conscience. Et c'est lié d'ailleurs aussi à la réforme d'EDF. Et puis d'autre part, en termes d'autonomie stratégique, acheter du gaz, ça enrichit les Russes, ça enrichit les Qataris, ça enrichit toutes sortes de gens qui nous veulent du bien de cette sorte, mais ça n'est pas nécessairement, et d'autre part, ça crée un déficit commercial considérable, ce qui n'est pas le cas du tout pour le nucléaire, pour lequel les approvisionnements en uranium sont diversifiés géopolitiquement. Et donc, je pense que cet aspect-là des choses n'est pas dans le débat public et qu'il gagnerait à l'être. Merci beaucoup, Grégoire. Est-ce que Bernard et Claude voulaient réagir oui, ça fait déjà pas mal. Bernard, tu veux dire quelque chose d'abord? Alors, d'abord sur les perspectives de besoin d'électricité, oui, vous avez raison. L'évaluation autour de 750 TWh est largement partagée. J'ai dit de façon un peu polémique politique tout à l'heure que les hypothèses qui avaient été inscrites dans la PPE étaient des hypothèses idéalistes. C'est cela que je voulais dire. Vous avez raison, c'est un point très politique, car c'est un choix de société entre une société tournée vers une décroissance, une diminution de son confort également, et la poursuite du progrès. Deuxièmement, les Verts allemands. Oui, les Verts allemands, dans les sondages, sont très bien placés. Leur leader également a de fortes chances de se retrouver chancelière d'ici quelques semaines. Et il y a une interrogation sur ce qui se passera. Avec qui la grande coalition va-t-elle se construire? Il est possible que ce soit avec la CDU. Je vous ai dit qu'Angela Merkel, quelques semaines après Fukushima, avait dit que l'Allemagne allait sortir le nucléaire. Je le tiens de plusieurs sources très, très directes autour d'Angela Merkel. C'est un choix qui est un choix politique. Angela Merkel est ingénieure. Elle sait parfaitement l'importance et le côté incontournable du nucléaire, mais sa conviction que si l'avenir conduisait à voir ce qui est arrivé, une augmentation du poids politique des Verts, il fallait s'allier avec eux pour essayer de sauver l'intérêt général de l'Allemagne, l'a emporté et elle a pris cette décision très très lourde de conséquences. Ensuite, les Américains ne nous font rarement de cadeaux sur les marchés internationaux. Les Polonais sont déjà assez sérieusement engagés avec les Américains. Et les Polonais ont une grande inquiétude qui est historique vis-à-vis des Russes, et comme d'ailleurs la plupart des pays qui ont rejoint l'Union européenne récemment. La compétitivité industrielle, oui, bien entendu, c'est un argument énorme que de comprendre que plus on développera les énergies renouvelables, plus le coût de l'électricité sera élevé, voire rare, et que cela aura des conséquences considérables sur la compétitivité des industries européennes et françaises. J'ajoute d'ailleurs
que si la consommation électrique française stagne, c'est uniquement en raison de la désindustrialisation, hélas, de notre pays. C'est aussi un point qui mérite d'être souligné. Et puis, il y a un point également très politique qui est le pouvoir d'achat des Français, parce que l'électricité, comme vous l'avez vu, a augmenté très fortement en quelques années et au moins 25% de la facture d'électricité des Français sert à subventionner les énergies renouvelables. Enfin, les avantages de l'approvisionnement en uranium sur les fossiles, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que la France s'était tournée dans les années 70 vers le nucléaire. L'argument tient toujours. On peut y ajouter également le stock d'uranium appauvri qui, avec, comme cela avait été anticipé, avec la 4e génération, devient un combustible et une réserve de combustible de plusieurs milliers d'années. Merci, Bernard. Claude, vas-y. Oui, quelques mots. Alors, moi, je suis complètement d'accord. Il faut revoir nos chiffres de la PPE et ceux d'ailleurs du Green Deal. Attention, les deux, hein, parce que nous sommes sur la même, les mêmes rails. Hein, la France a accepté de baisser de 50% sa consommation énergétique en fonction aussi de ce qu'on a voté à l'Union européenne. N'oublions jamais d'ailleurs, entre parenthèses, que ce qui est voté à l'Union européenne est voté par les États. Hein. N'oublions jamais ça. C'est jamais contre les États. Ce sont les États qui votent et qui mandatent ensuite la Commission. La Commission, certes, fait des propositions, mais quand même. 630 TWh en 2050, effectivement, on rentre dans un processus de décroissance. Tous les chiffres montent. Moi, j'ai fait aussi des calculs différents de ceux d'ailleurs de l'Académie des sciences et différents de ceux de Henri Prévost qui, vous l'avez vu, a fait une étude à partir du bâtiment, qu'on devrait augmenter la part du nucléaire dans le mix électrique français à 700 TWh si on veut non seulement compenser les fossiles qu'on baisserait de 30% seulement, mais aussi exporter notre énergie nucléaire dont les pays voisins auront besoin. Nous exportons aujourd'hui notre électricité, qui est d'ailleurs la seule positive dans la balance commerciale énergétique de la France, et nous devrons demain certainement exporter davantage si la Belgique va au bout de sa décision de fermer les 7 réacteurs nucléaires pour construire dans combien de temps les 7 centrales au gaz. Donc, non seulement il ne faut pas baisser, mais il faut augmenter. Ça, c'est la première chose. Et on a chiffré à peu près 700 TWh. On est à peu près tous d'accord sur les chiffres. La deuxième chose, c'est pour l'Allemagne. Alors, moi, je crois que effectivement, l'Allemagne, c'est pas seulement un choix politique. Il y a aussi derrière un positionnement, enfin un choix culturel. L'Allemagne est fondamentalement antinucléaire. Ce n'est pas nouveau. Même quand elle développait le nucléaire, elle avait déjà en son sein des réactions très violentes. Moi, je me rappelle avec Rolf Linkor, qui est un physicien nucléaire, nous avons fait un colloque à Berlin en 2006. C'était le premier colloque depuis 10 ans parce que les Verts ou d'autres venaient avec les battes de baseball casser venaient dans les débats pour casser, etc., et chasser les débatteurs. On a réussi d'ailleurs ce colloque de façon formidable. Et après Fukushima, et Merkel a tenu bon, et après Fukushima, elle a cédé évidemment, et elle a décidé unilatéralement, c'est là aussi l'énorme problème, de sortir du nucléaire. Aujourd'hui, comment faire demain si les Verts sont au pouvoir? On aura effectivement un énorme problème. En tout cas, ils seront au pouvoir avec, que ce soit les CDU ou avec les sociodémocrates, nous aurons un problème énorme. Donc, il va falloir mener la bataille au sein du Parlement, au sein de la Commission et au sein de l'Union européenne, de l'Union. Ce qu'on ne fait pas, il faut quand même le dire aujourd'hui, nous avons été sur la défensive depuis des années. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet. Les États nucléaires ont toujours été sur la défensive et les entreprises aussi. Les entreprises ne réagissent pas aux attaques antinucléaires. Il va falloir évidemment être plus à l'offensive en repensant notre mix énergétique européen. L'Allemagne aujourd'hui, elle a un choix stratégique du développement du gaz parce que derrière, il y a des intérêts énorme, je rappelle quand même. Nord Stream 2, c'est pas, on ne va pas acheter du gaz aux Russes, on va ensuite acheter du gaz
à l'Allemagne, le gazoduc qui va s'arrêter à la frontière allemande, qui va récupérer le gaz et ensuite pouvoir le dispatcher. Idem pour le Turkish Stream, si jamais le gaz vient d'Iran, parce que nous avons un autre réseau d'acheminement du gaz qui pourrait venir de l'Iran par le Turkish Stream. Le Turkish Stream, d'ailleurs, il y aura deux voies. Il y a la voie russe, donc on aura de nouveau du gaz russe à se manger, et puis encore la voie depuis l'Iran. Et c'est à partir de la frontière en Europe que là, les États vont pouvoir acheter le gaz et le dispatcher. Donc attention, l'Allemagne a elle joue une énorme carte, y compris économique, avec le gaz. Donc là, il faut mener la bataille effectivement. Sur les Polonais, attention, c'est très complexe, les Polonais. Les Polonais ont toujours effectivement favorisé l'allié américain tout en assumant très bien leur choix d'adhésion à l'Union européenne. Il faut savoir que c'était des retrouvailles pour les Polonais que d'adhérer à l'Union européenne. On ne s'est pas toujours bien comporté avec eux. Je rappelle le plombier polonais et autres problèmes liés à la Pologne. Aujourd'hui, les Polonais nous disent, enfin aujourd'hui, ça fait 20 ans que les Polonais veulent un parc nucléaire pour diversifier leur mix. Nous avons fait un colloque en 2013 à Varsovie, décentralisé à Crocovin, en Poméranie, là où doit y avoir les 6 nouvelles centrales. Je peux vous dire que tout le monde s'attendait au virage. Le gouvernement ne pouvait pas garantir, EDF attendait la garantie du gouvernement, PGE attendait que l'EDF s'implique plus financièrement, etc. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et les Américains se sont mis sur la ligne pour pouvoir, et nous étions très occupés d'ailleurs avec Flamanville, avec le Royaume-Uni, avec Olkiluoto, ça n'a pas été simple en Finlande, et les Polonais se sont tournés délibérément vers les Américains alors qu'ils étaient prêts à travailler avec EDF Polska. Alors c'est pas fini, il y a encore les deux possibilités. États-Unis et France. Mais ce n'est pas gagné pour la France, d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis ont fait une proposition très intéressante de vente de gaz de schiste à la Pologne, qui éviterait à la Pologne d'acheter le gaz russe ou le gaz allemand, comme vous voulez, demain. Donc, vous voyez que là, il y a beaucoup de géopolitique et de géostratégie derrière ces enjeux énergétiques. Quant à la compétitivité de l'industrie en aval, ce n'est pas aujourd'hui que les Rio Tinto et autres ArcelorMittal nous menacent de délocaliser leurs entreprises si le prix de l'énergie est trop cher. Le prix de l'énergie, c'est le premier dans le bilan des entreprises. C'est le plus cher. Donc, effectivement, il faut veiller à avoir un mix énergétique, bas, un prix bas. Alors, on est en pleine contradiction parce qu'on veut baisser les prix de l'énergie alors qu'il faudrait consommer ou être plus efficace, mais en même temps, nous avons le problème de nos industries qui est les gros consommateurs d'énergie, et demain, nous aurons toutes les autres industries qui rentrent dans l'électrification. Les transports, le bâtiment, le numérique, etc. Donc, nous avons effectivement à penser le prix de l'énergie pour pouvoir relancer l'industrie et les services en Europe. Je suis d'accord avec Bernard, des industries qu'on a lâchées en pensant qu'avec les services, on allait royalement s'en sortir au niveau mondial. Et on a eu évidemment tout faux. Il y a une grosse hypocrisie aujourd'hui dans un texte que la France vient de signer, y compris avec l'Allemagne, pour bannir les subventions à l'export du gaz. Si vous avez peut-être vu ce texte commun, on bannit les subventions à l'export, on ne bannit pas celles à l'import. Donc, et attention à l'hypocrisie, parce que l'Allemagne, quand elle aura récupéré son gaz russe, elle le vendra évidemment et elle fera du profit à l'export. Ok, merci Claude, Bernard, et merci Grégoire pour excellentes remarques aussi. Alors, il y a énormément de questions, donc je vais essayer de faire des gros batchs de questions. Et donc, je ne sais pas si, j'espère que vous avez un papier, un crayon, oui. Je vous laisserai sélectionner chacun les questions auxquelles vous voulez répondre. Donc, Daniel Namias, dans quelle mesure le coût du démantèlement est-il inclus dans le prix de l'électricité? Ensuite, deuxième question, toujours de Daniel. La fusion nucléaire est-elle une solution d'avenir? Je continue. Donc, Michel Belakoff, les experts français des sels fondus ont été auditionnés par la commission énergie de l'Académie des sciences. Le document des recommandations de cette commission, Marc Fontecave, est prêt, mais l'ACAD, ne le rendrait officiel que fin mai ou début juin. N'est-ce pas intéressant de prendre en compte ce rapport? Michel Guérich, je continue. Désolé, je fais des gros batchs parce qu'il y a
50 questions peut-être. Bizarre, pourquoi nous dit-on que le vieillissement des centrales et leur mise à niveau pour les sécurités exige des travaux longs et très très coûteux? Pourquoi l'EDF est-elle en faillite? Et allez, la dernière pour ce batch, que pensez-vous du fait que la Banque mondiale ne finance plus dès à présent des projets énergétiques en énergie fossile pour les pays en développement? Donc, c'était Marie-Louise Casademont. Je n'ai pas compris la dernière. J'ai pas compris la dernière. Donc Marie-Louise Casademont qui demande que pensez-vous du fait que la Banque mondiale ne finance plus dès à présent des projets énergétiques en énergie fossile pour les pays en développement? Voilà. Je vous laisse sélectionner les questions que vous voulez. Si vous pouvez répondre assez vite, comme ça on peut reprendre d'autres batchs. Voilà. Oui, je vais apporter quelques réponses. Je vais prendre peut-être la plus incisive qui m'intéresse, qui est celle qui porte sur le vieillissement des centrales et la soi-disant faillite d'EDF. Ça permet quand même de regarder comment on se tire des balles dans le pied et certains derrière s'en félicitent. En réalité, EDF a un besoin de financement très important parce qu'il y a besoin, bien entendu, de prévoir l'avenir, que ce soit avec des énergies renouvelables ou avec du nucléaire. Et EDF a pâti d'un certain nombre de dispositions, d'ailleurs que le gouvernement français a acceptées, qui sont les règles que nous avons déjà évoquées en matière d'énergie renouvelable, avec la priorité donnée à l'électricité issue des énergies renouvelables sur le réseau, qui conduit les producteurs d'énergie pilotable, et en particulier la filière nucléaire française, à ne plus mettre son énergie sur le réseau, sauf à payer, quand les tarifs sont négatifs, des sommes qui sont évidemment complètement dissuasives. Donc on a plombé délibérément les recettes de notre fournisseur, notre opérateur historique en matière d'énergie. J'ajoute que le tarif de l'AREN, accès réglementé à l'énergie nucléaire historique, est fixé à 42 € depuis maintenant 11 ans et que ce point est évidemment extrêmement pénalisant pour le fournisseur. Enfin, il faut aussi regarder les chiffres. Tout à l'heure, je vous ai dit que la France avait engagé 200 milliards d'euros dans les énergies renouvelables. Quel est le résultat pour le consommateur ? Je ne parle pas du consommateur aisé qui s'est installé quelques panneaux photovoltaïques sur son toit dans sa villa, mais je pense au consommateur qui a besoin de cette solidarité nationale sur les tarifs qu'apporte le système électrique français. Donc, et j'ajoute que les 50 milliards d'euros pour le grand carénage, c'est 20 ans de prolongement de vie du parc nucléaire, enfin, pas tous les réacteurs, mais un certain nombre de réacteurs, c'est-à-dire un investissement amorti sur 20 ans de 2,5 milliards par an. Quand on regarde les sommes investies dans le renouvelable, c'est très inférieur. Donc, je crois qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont, avec des manœuvres qui étaient des manœuvres pas toujours très astucieuses, je dirais même tout à fait dommageables pour le nucléaire français et notre système électrique et les consommateurs français. Le coût du démantèlement est inclus, bien entendu, dans le coût de l'électricité. La fusion n'est pas une solution à court et moyen terme. Elle sera peut-être, mais dans un futur qui est encore lointain. Les réacteurs à sel fondu, je ne suis pas ingénieur, donc ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'en ce domaine, il y a certainement des perspectives et que les perspectives des petits réacteurs sont indiscutables. D'ailleurs, EDF et le CEA travaillent dessus et le gouvernement aurait été bien inspiré, au lieu de mettre simplement 500 millions d'euros dans le nucléaire et 7 milliards dans l'hydrogène, de mettre beaucoup plus dans le nucléaire. Mais on l'a vu, il y a des influences politiques antinucléaires qui sont extrêmement fortes. Alors, quant à la Banque mondiale qui arrête le financement des centrales fossiles, oui, elle a raison, dans la mesure où si on veut essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est rien d'évident, et il faut d'une certaine façon éviter d'en rajouter. Alors, quelques mots, je commencerai par la dernière question du coup. Alors, je ne suis pas d'accord avec Bernard. En fait, la Banque mondiale empêche le financement des centrales thermiques dans les pays d'Afrique.
C'était la question, je pense, de Marie-Louise aujourd'hui. Or, il faut un financement, pour le financement des centrales thermiques en Afrique, il faut l'unanimité. Or, c'est les pays du nord de l'Europe qui se sont opposés au financement. Donc, on n'a pas de leçon à donner, et l'Allemagne en particulier. Et je sais qu'au Burkina Faso, 4 centrales ont été refusées. Enfin, il n'y a pas eu de financement pour 4 centrales. Ils ont dû faire autrement. L'Afrique participe pour 4% aux émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas du tout responsables et ils ont besoin absolument de se développer. Donc, ils ont besoin d'électrifier leur Afrique, mais d'utiliser aussi, peut-être de façon différente, et là, nous avons des transferts de technologies à leur apporter pour qu'ils puissent bénéficier de leurs ressources de façon peut-être plus propre, mais qu'ils puissent au moins développer leur industrie, leur énergie et électrifier. Sinon, il n'y aura jamais de croissance inclusive en Afrique. Et ne trichons pas, nous allons aller en Afrique chercher les matériaux rares pour nos bagnoles propres, pour le numérique, pour l'électronique, etc., et leur renvoyer nos déchets électroniques ou autres voitures pour leurs taxis une fois qu'on n'en a plus besoin ici. Donc attention, pas d'hypocrisie là non plus. Nous devons aider l'Afrique à pouvoir se développer en développement des centrales, en utilisant toutes les sources de façon la plus propre autant que faire se peut, et y compris, pourquoi pas, de commencer une réflexion avec certains pays qui ont envie de construire le nucléaire sur leur territoire. Ça existe déjà en Afrique du Sud, ça existe au Kenya, ça existe aussi en Namibie et en Gambie. Ils ont de l'uranium, 34 pays ont l'uranium, et ils s'interrogent de savoir pourquoi ils ne pourraient pas construire aussi du nucléaire. Alors peut-être pas des EPR, mais peut-être des SMR plus appropriés à leur développement territoriaux. Et ces questions-là, évidemment, sont posées. La deuxième chose, sur le coût du démantèlement, quelques chiffres peut-être, hein, si vous le souhaitez, mais l'amont du cycle, c'est-à-dire l'aval du cycle représente à peu près 12% dans le prix de l'électricité. Hein, et la Cour des comptes avait estimé d'ailleurs les coûts du démantèlement en 2006 au moment de la loi sur les déchets des déchets nucléaires, et elle avait évalué à peu près à 68 milliards, ce qui fait en actualisation aujourd'hui 37 milliards à programmer, provisionner, comme vous voulez, pour le démantèlement. Alors, démantèlement, que Bernard l'a dit tout à l'heure, lequel ? On a Fessenheim, vient de fermer alors qu'on n'aurait pas dû. On a 14 centrales dans le projet de loi à fermer. Faut-il les fermer ? L'ASN vient de donner une autorisation de prolongation de 10 ans. Donc tout ça est à remettre dans le débat public pour qu'on y voit un petit peu plus clair et qu'on sache un peu les prix. Sur ITER, la fusion, il faut savoir, oui, on continue la recherche. La Commission finance à hauteur de 5,7 milliards d'euros avec Euratom aujourd'hui. Ce n'est pas pour demain, effectivement. Nous avons déjà à mettre en place nos parcs EPR, ça a été dit, et demain, la 4e génération. ITER, c'est pour encore après, si j'ose dire. Mais les technologies ne s'opposent pas. Il faut qu'on les pense dans le temps et qu'on finance la recherche pour être prêt le jour J, si j'ose dire. Quant au MSFR, c'est un très bon petit réacteur. Moi, j'ai fait une conférence devant les ingénieurs. Je ne suis pas ingénieur non plus, mais ils m'avaient demandé ma réaction, les ingénieurs de Grenoble. Au départ, le CEA n'avait pas pris le MSFR. On a arrêté Astrid, comme vous savez. On continue quand même les recherches sur le réacteur à neutrons rapides. Et on a fait un partenariat entre le CEA et le CNRS pour examiner effectivement les bienfaits du MSFR. C'est un réacteur intéressant qui brûle les déchets qu'il produit, donc c'est aussi très intéressant. Il est petit, il sera plus facilement flexible, je pense, d'après Elsa Merle, qui est l'ingénieur en recherche au CNRS, et donc je pense que c'est à prendre en compte. Sur le vieillissement d'EDF, évidemment, des centrales, Michel Guérit, je te connais bien, bonjour Michel, oui, Bernard l'a dit, hein, quand on paye le prix de l'électricité nucléaire en dessous de ce qu'il coûte à EDF, eh bien, il ne faut pas s'étonner que EDF soit, non pas en faillite, mais en tout cas accuse un déficit grave de 40 milliards aujourd'hui, sans compter évidemment les gâchis qu'on a pu y avoir. Il demande une revalorisation du prix de l'énergie à 49 €, qui permettrait d'équilibrer les comptes, et la Commission y met évidemment des conditions inacceptables de déintégration de l'entreprise. Donc c'est en débat aujourd'hui. Lévy avait fait une proposition d'un projet qu'on a appelé Hercule. Les syndicats et d'autres hommes politiques et de personnalités se sont mobilisés. Le projet est retiré, mais
Bruno Le Maire est amené à discuter avec la Commission européenne pour un nouveau projet qui n'est pas meilleur, me semble-t-il, car de couper d'un côté le nucléaire et les réseaux de transport et de l'autre avec l'hydraulique et de l'autre les énergies renouvelables qui seront d'autant plus rentables qu'elles sont subventionnées n'est pas une bonne idée. Il faut qu'il puisse y avoir des passerelles entre les différentes sources de production au sein d'EDF pour équilibrer les comptes. Merci à vous deux pour beaucoup de réponses très intéressantes. Alors, je vais faire un deuxième batch, encore plus de questions. Donc, Daniel Namias, si les glaciers fondent, y aura-t-il encore de l'hydraulique en 2050 ? Brigitte Beneux, donc, comment convaincre nos voisins de l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Jean-Fred qui demande est-ce qu'on doit ajuster arbitrairement la durée de vie d'une installation telle qu'un réacteur nucléaire ? Et surtout, donc, remarque supplémentaire, surtout l'effacement des centrales nucléaires n'est pas rémunéré. Voilà. L'effacement des centrales nucléaires n'est pas rémunéré. Pierre G, y a-t-il une volonté politique délibérée d'affaiblir opportunément la filière nucléaire française, problème d'entretien des centrales, EPR, etc. Je continue. François Terneau, je ne vois pas la fin du nom. Que penser du rôle des SMR dans le nucléaire du futur ? Claire Carboul, le multirecyclage n'est pas faisable en REP. Seuls les réacteurs, donc c'est une remarque, seuls les réacteurs à neutrons rapides sont capables de multirecycler. Donc je laisserai lire la remarque. Ok, je continue. Bon, quand c'est un peu long, je passe. Donc il y a une question, chez la dernière de ce badge de Daniel Namias. Donc il parle des populistes qui obtiennent la suppression de l'ENA. Le discours aujourd'hui est intelligent, mais est-il audible par une majorité d'électeurs ? Est-ce qu'on peut convaincre les électeurs de la nécessité de garder ou de développer le nucléaire ? Voilà, je vous laisse répondre à ce nouveau batch de questions. Quel rapport avec l'ENA ? Je n'ai pas bien compris. Mais c'était un argument populiste. L'argument contre le nucléaire était populiste. C'était ça le lien. Bon, je vais apporter mes quelques réponses. Quelle sera la situation des régimes des fleuves en 2100? Enfin, oui, c'est au-delà de mes connaissances en climatologie et en hydrologie. On peut quand même penser qu'il y aura toujours de l'eau, en tout cas on l'espère, très vivement. Deuxièmement, s'agissant de convaincre nos voisins de diminuer leurs émissions de CO2, on va quand même vers une situation assez étrange où ceux-là même qui sont particulièrement exigeants à l'égard des diminutions d'émissions de gaz à effet de serre s'acharnent à empêcher que le moyen le plus puissant et le plus pilotable de produire de l'électricité décarbonée puisse perdurer. Et il y a donc dans l'écologie politique un paradoxe, ou plutôt une certaine forme de malhonnêteté, qui privilégie, qui priorise la sortie du nucléaire par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut le dire comme ça. Et en particulier, il faut le dire aux jeunes générations qui sont très concernées et qui sont beaucoup plus réceptives que les générations un peu plus vieilles, les très vieilles comme les miennes, mais aussi les post-68ards, qui restent dans une posture assez dogmatique antinucléaire. Les jeunes sont pragmatiques et ils veulent surtout qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre. C'est un argument extrêmement puissant pour le nucléaire et je pense qu'il faut surtout convaincre cette génération-là qui est la plus active, et c'est une des voies d'ailleurs de travail de PNC France. Ajuster arbitrairement la durée de vie des réacteurs, c'est complètement faux. En réalité, ils ont été construits pour 40 années, mais ils ont des visites décennales extrêmement rigoureuses et les procédures d'allongement d'autorisation d'exploitation des réacteurs sont soumises à des travaux importants qui sont d'ailleurs en cours. Je rappelle qu'aux États-Unis, ils ont été prolongés pour un grand nombre d'entre eux à 60 ans et qu'on envisage même pour quelques-uns d'aller jusqu'à 80 ans. L'effacement nucléaire n'est pas rétribué. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure.
à celle qui posait la question, celle d'entre vous qui posait la question de difficultés financières qui seraient celles d'EDF. Oui, effectivement, quand on vous empêche de vendre les produits que vous produisez, et que on ne vous rétribue pas pour cette incapacité à écouler ce que vous produisez, qui est hautement technologique, ça a des conséquences. C'est une aberration qui explique la situation dans laquelle se trouve le nucléaire français. La volonté d'affaiblir le nucléaire français, oui, c'est une volonté politique, qui est une volonté d'idéaliste ou d'idéologue, qui s'acharnent depuis longtemps contre la filière et qui ont pénétré un certain nombre de services de l'État où ils ont fait beaucoup de dégâts, en particulier parce que ces services s'occupent de l'énergie. C'est l'objet d'une réflexion, mais tout cela un jour sera certainement beaucoup plus évident que ça n'est aujourd'hui. Mais il y a une opération évidente de déstabilisation du nucléaire français, donc de la France, qui arrange beaucoup de monde. Le rôle du SMR, personne ne le conteste. C'est pour cette raison que Claude, à juste titre, et je me joins à elle, a dit qu'il fallait travailler d'arrache-pied la recherche dans ce domaine. Le multirecyclage, je ne suis pas assez compétent pour me prononcer, mais vous l'avez compris, je suis un ardent partisan de la 4e génération et je dénonce que l'écologie politique ait eu la peau de la 4e génération en France. Elle l'a eu en 2 temps. D'abord en obtenant la fermeture de Superphénix et récemment, en 2020, en obtenant l'arrêt des travaux expérimentaux sur Astrid, avec Astrid, qui pourtant sont inscrits dans la loi. C'est-à-dire que c'est un arrêt. On n'a pas mis fin à Astrid parce qu'il faudrait une nouvelle loi. Enfin, les populistes ont obtenu la peau de l'ENA. À titre personnel, je me permettrai de dire que ce n'est pas en changeant le titre qu'on change quoi que ce soit, et je trouve que c'est une décision assez discutable, pour ne pas dire plus fort. Bien entendu, il faut convaincre. Il faut convaincre que la priorité, c'est de réduire les émissions et qu'à ce moment-là, on ne peut passer que par l'électricité. Et si on veut l'électricité décarbonée, c'est par le nucléaire. L'argument du prix est également un argument extrêmement fort, comme celui du confort de vie. C'est-à-dire que depuis qu'il y a de l'électricité, c'est-à-dire depuis la 3e révolution industrielle, la consommation d'électricité, comme d'ailleurs la consommation d'énergie, est allée de pair avec le progrès. Et c'est tout le débat sur la croissance. Veut-on une société qui continue à avoir une croissance ou au contraire une société en décroissance ? Alors, je ne vais pas reprendre toutes les questions parce que je pense que Bernard a très bien répondu, peut-être 2 ou 3 simplement. Alors, si les glaciers fondent, il n'y aura plus d'hydraulique. Moi, j'avais l'impression qu'on aurait trop d'eau, mais je n'y connais pas grand-chose non plus. Donc, il faut vraiment qu'on se penche sur cette question parce que l'hydraulique, par contre, actuellement en France, on est au taquet de ce qu'on peut faire. Ça représente 12% de notre mix électrique et c'est vrai que c'est une énergie décarbonée et qu'on pourrait développer, en tout cas en Europe. L'Autriche demande qu'on le fasse partout comme chez elle, mais malheureusement, les territoires ne sont pas faits de la même façon et nous n'avons pas les fleuves que l'Autriche elle a. Alors, par contre, pour réduire les EGS chez nos voisins, d'abord, non seulement il faut les contraindre, mais puisque là, nous avons des objectifs contraignants, mais surtout, il faut monter sur la bataille contre les fossiles. Moi, je crois que cette bataille n'est pas menée en Europe aujourd'hui. On l'a bien vu tout à l'heure, on parle du mix électrique, les ENR, le nucléaire, personne ne dit un mot sur le pétrole, si le gaz parce que ça fait de l'électricité, mais sinon on ne travaille pas sur les fossiles. C'est ça aussi qui émet des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut absolument monter la bataille sur les fossiles, on y reviendra très certainement. Je ne reviens pas sur la durée de vie des centrales, c'était très bien, en plus Bernard a dit. Par contre, je dirais un mot sur le multirecyclage. Alors, sur le multirecyclage, alors, moi, d'après ce que je sais, et pour avoir discuté beaucoup avec les ingénieurs du CEA, le multirecyclage, la fabrication du MOX est déjà d'abord utilisée dans 9 centrales actuellement en France, il faut le savoir. Donc, on retraite nos déchets nucléaires et le MOX est déjà utilisé dans 9 de nos centrales. Mais nous avons
il y a un travail, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a arrêté Astrid, EDF, Framatome, CEA et Orano, considérant que peut-être nous ne devons pas continuer à dépenser beaucoup d'argent pour Astrid, alors que nous avons une échéance d'un parc EPR avec le multirecyclage du MOX. Le MOX 1, le MOX 2, le MOX 3 ne sera pas pour l'EPR de Flamanville, mais pour les autres EPR du parc, si j'ai bien compris. Les recherches continuent toutefois, évidemment, sur le réacteur à neutrons rapides, car nous n'abandonnons pas l'idée d'une 4e génération en France. J'espère que notre recherche est suffisamment forte pour, je l'ai dit tout à l'heure, ne pas être obligé d'acheter sur étagère aux Russes et aux Chinois, mais nous aurons aussi le MSFR qui ne remplit pas tout à fait le même rôle et qui n'a pas la même dimension que le RNR. Donc, voilà un petit peu ce que je peux répondre sur le multirecyclage et je trouve que c'est une bonne idée. On fait de l'économie circulaire dans le nucléaire et je peux vous dire qu'on a innové et d'ailleurs le reste de la gestion des déchets, quels qu'ils soient, a tenu compte, a pris les enseignements de ce que nous faisons dans le nucléaire. On pourrait parler des déchets si vous le souhaitez. Enfin, sur le nucléaire, sur l'ENA, alors nous étions plutôt pour effectivement supprimer cette école qui forme nos grands administrateurs et nos politiques qui sont parachutés à droite et à gauche et qui n'ont pas toujours la connaissance de l'industrie. Et donc, il faut peut-être repenser un peu et revaloriser nos grandes écoles pour former des dirigeants et des élites. Il en faut, évidemment, hein, on ne critique pas, mais qui soient non seulement des dirigeants politiques, mais des dirigeants qui connaissent l'ingénierie, qui connaissent l'industrie et qui connaissent l'économie, parce qu'on ne fait pas beaucoup d'économie dans notre pays. Donc, c'est moins populiste que la nécessité que Macron a saisi au bon, mais bon, l'ISF, qu'est-ce que ce sera? Institut service, l'ISP, pardon, qu'est-ce que ça deviendra? Je n'en sais rien. En tout cas, la question de la formation de nos élites est posée, que ce soit dans nos grandes écoles, ça commence à l'école primaire, ça commence à l'école secondaire. Il faut faire rentrer l'éducation scientifique dans nos écoles pour que demain, nous ayons des dirigeants qui comprennent un peu quelque chose à l'avenir de nos industries et en particulier de l'énergie. Voilà ce que je voulais rajouter sur Bernard. Le reste, évidemment, je soutiens complètement ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Alors, on approche on a même dépassé l'heure, donc mais je vais quand même vous laisser conclure. Alors, énormément de commentaires et questions très intéressantes encore dans le chat, mais je pense que vous avez déjà répondu à certaines d'entre elles. Alors, j'en ai, disons, isolé deux idées. Peut-être, voilà, que pour chacun, si vous voulez conclure dessus ou conclure sur les sujets que vous voulez. Une, c'est avec la présidentielle qui arrive et le débat sur EDF, comment on fait bouger les lignes, notamment de manière transpartisane sur le nucléaire, première question. Et deuxième question qui revient un peu aussi dans les questions que j'ai vues, c'est quid de l'EPR? Est-ce qu'il faut continuer à se battre pour le développement d'EPR ou voilà, c'est vu le coût de certains projets en cours, c'est peut-être pas la bonne solution. Voilà, je vous laisse notamment sur ces deux sujets, chacun conclure si vous pouvez en 2-3 minutes chacun, et puis voilà, avant qu'on rentre dans le thème. Oui, merci. Je vais essayer de faire très court et d'abord dire que ce qu'il faut convaincre, c'est la jeune génération. Et la jeune génération, elle est centrée sur le réchauffement climatique, c'est sa préoccupation. La génération à laquelle j'appartiens lui laisse, c'est vrai, en particulier en France, une situation qui est particulièrement grave, une montagne de dettes, un pays désindustrialisé. Le nucléaire est un de nos derniers atouts. Il faut absolument convaincre cette génération. Je pense que c'est faisable. Deuxièmement, le choix qui consiste à réduire la disponibilité d'énergie vers lequel on entraîne l'Europe contre sa volonté de façon assez malhonnête est un choix de société qui pourrait avoir des conséquences évidemment économiques et sociales, mais surtout politiques, particulièrement graves. En tout cas, c'est la conclusion que je tire de ce que j'ai pu observer de mon parcours politique. Sur le débat sur l'avenir d'EDF, c'est clair que nous avons une entreprise intégrée qui assure une solidarité nationale
ne serait-ce qu'au niveau tarifaire, qui a montré ses capacités à donner à la France une place exceptionnelle dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du nucléaire. Et on a déjà suffisamment démantelé et cassé d'atouts français pour avoir présent à l'esprit que c'est la priorité qui doit aujourd'hui être celle des pouvoirs publics, que je ne suis pas certain que ce soit exactement ça en réalité. En tout cas, c'est la mienne. Enfin, s'agissant de l'EPR, bon, avec l'EPR2, qui a tiré les conclusions que j'ai détaillées dans mon exposé, il y a un outil désormais qui est sûr, qui est ultra sûr même, qui est compétitif. Il y a 6 EPR qui ne demandent qu'à être lancés. Il n'y a besoin que d'une parole de l'exécutif pour que celui-ci soit lancé. Ces projets sont prêts. À titre personnel, je pense qu'il est tout à fait dommageable qu'on ait laissé assassiner la 4e génération. Je l'ai dit tout à l'heure, premier coup contre la 4e génération, c'est Superphénix. Deuxième coup, c'est Astrid. Ce n'est pas possible que la France, avec l'histoire et le patrimoine concernant le nucléaire dont elle dispose, s'arrête là. C'est un coup politique, c'est un coup idéologique. Il faut avoir le courage de s'en dégager. Voilà, je pense, et je reste, parce que c'est ma nature, optimiste pour la suite, mais c'est un combat. Et c'est ce qui justifie l'engagement à mes côtés de beaucoup de monde que je remercie pour leur action. Oui, quelques mots. D'abord, je vais remercier Bernard de s'être prêté à ce feu de questions-réponses, évidemment avec X Sursaut et les entretiens européens. Donc, moi, je suis vice-présidente de PNC Paribas, de PNC Paribas, de PNC France, et je veux m'en réjouir. Ce serait bien qu'on soit président aussi de BNP Paribas, hein, parce que comme ça, on pourrait orienter les fonds dans les bons investissements. D'ailleurs, BNP Paribas, entre parenthèses, est une des rares banques qui finance aussi le nucléaire, avec Natixis, hein, on y reviendra. Mais ce que je voulais dire, et je suis très contente finalement, je m'étais interrogée, faut-il pas y aller finalement, et je pense qu'il est très bien d'essayer de coordonner nos actions entre les élus, les entreprises, les acteurs de la société, les collectivités et l'Europe. Tout ça doit évidemment beaucoup plus communiquer et les entretiens européens, en tout cas, s'impliqueront à fond dans PMC, mais aussi dans le réseau européen pour, je veux rassurer Marc Defrenne qui me relance sans arrêt, Marc, pour évidemment avancer. Alors, moi, je voudrais dire quelques mots sur le nucléaire en campagne. Là, il faut que Macron ait le courage de nous dire ce que le parc va devenir avant les élections. Et notre parc nucléaire, cher président, monsieur le président, donc on pense, tout le monde croit que Macron est pro-nucléaire et qu'in fine, il nous dira après les élections qu'il va être pour. Mais c'est comme Pompili et Cigéo. Il paraît qu'elle trouve le projet, elle le connaît, il est bien, mais elle ne voudra pas signer elle-même parce qu'elle ne veut pas se démarquer de ses amis. Mais c'est pour ça qu'on n'aime plus les politiques. On va leur dire en face, nous, on aime les politiques qui s'engagent et qui offrent des perspectives avec une vision claire de ce qu'ils veulent faire de leur pays. Si le nucléaire est un atout, comme tout le monde le dit, l'AIEA, le GIEC, Euratom, tout le monde est un atout pour le climat, pour la prospérité, pour le développement durable, alors pourquoi hésiter quand on a encore un leadership dans le secteur? Attention qu'on ne le perde pas. On a perdu dans beaucoup d'industries, ça a été dit. Il ne faudrait pas perdre celui-là et être, comme je le disais tout à l'heure, à la solde, enfin, ou derrière les Russes, les Chinois ou les Coréens ou les Américains, qui sont d'ailleurs très bons tous. Et parce que demain, nous aurons besoin du nucléaire en Europe. Et si nous ne le produisons plus nous-mêmes, eh bien, nous l'achèterons à l'extérieur. Sur l'EPR, c'est un formidable projet, évidemment. C'est une tête de série qui a payé le fait que nous n'avons pas construit de centrale depuis 30 ou 40 années. Moi, je me rappelle d'EDF qui se plaignait, des dirigeants d'EDF qui regrettaient de perdre le savoir-faire de la construction des centrales nucléaires. Nous l'avons payé au moment de la construction d'EPR, qui est un projet un peu pharaonique peut-être, mais qu'on a lancé, qui est construit, il est sorti de terre, contrairement à ce que nous racontent certains scientifiques astrologues qui nous disent que c'est un trou noir à Flamanville. Non. Et demain, il pourra être chargé du combustible et produire et faire des petits, c'est-à-dire
le seul intérêt maintenant d'avoir cette EPR, c'est de pouvoir avoir un parc et avoir des séries, évidemment, qui nous permettra d'avoir des centrales beaucoup moins chères et très efficaces. Et puis, c'est un atout à l'export. N'oublions pas qu'il y a des pays qui, comme la Pologne ou l'Inde ou même l'Afrique, j'en parlais tout à l'heure, ont envie de développer leur énergie décarbonée et que là, nous aurons un transfert de technologie et pourquoi pas des EPR à construire ailleurs qu'en Chine, dans d'autres pays du monde. Voilà. Moi, je pense que convaincre la jeune génération, c'est difficile pour une raison toute simple, c'est que pour l'instant, en tout cas, et là, l'État et notre éducation nationale sont responsables. 70% des jeunes en France pensent que le nucléaire émet du CO2. Nous avons un gros travail à faire. Il faut faire rentrer, encore une fois, j'insiste, le nucléaire à l'école. En Hongrie, qu'on critique à tout bout de champ pour son manque de démocratie, ils éditent des plaquettes pour les enfants de maternelle qu'ils emmènent dans la centrale et auprès des démonstrateurs pour leur montrer comment on produit de l'électricité. Pourquoi que quand on appuie sur le bouton, là, toc, on a la lumière, c'est formidable. Le nucléaire, en plus, a des applications bien ailleurs que dans l'énergie, dans la santé, dans le spatial et autres secteurs. Il faut le revaloriser, évidemment, et se battre pour que nous ayons une campagne publique, un débat public digne de ce nom, où qu'on ne tende pas les micros uniquement aux antinucléaires. Bon, il faut savoir, c'est pas pour parler de moi, je m'en fiche parce que j'ai fait autrement. Finalement, je me suis publiée. Ça fait 20 ans que je travaille sur ce sujet. J'ai participé à plus de 100 débats publics. Je travaille avec la commission, les entreprises. Pas une fois, j'ai été invitée dans une radio, une télévision, tant pis. Mais, vous voyez, il y a quand même 2 poids 2 mesures. Dès qu'on est contre, on a les métaux qui se tendent. Quand on est pour, on n'arrive pas à s'exprimer. Et encore dernièrement sur Arte, il y a une émission catastrophique anti-nucléaire où on ne fait jamais parler ni Claude Fischer, ni d'ailleurs les opérateurs. Il y a eu une émission sur les déchets nucléaires, l'Andra n'était pas invité. Donc c'est aberrant, alors que c'est eux qui les produisent. Et je peux vous dire, pour bien les connaître, que ces dirigeants sont des gens très responsables, avec une éthique formidable, et qu'il faut véritablement les défendre. Voilà ce que je voulais conclure, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci. Un petit appel, Laurent. Nous, on aimerait bien faire adhérer des polytechniciens à PNC France. Donc, je sais qu'il y a un groupe nucléaire, il y a un groupe énergie, il y a aussi des jeunes qui ont envie de faire quelque chose, alors ils nous rejoignent et ils agissent avec nous. D'accord. Vous avez un site internet ou un moyen d'être contacté? D'accord. Oui. Bernard, je te laisse la parole pour ça. Bon, c'est juste PNC-France, PNC-France.org. Ok, excellent. Donc voilà, vous êtes invité. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous, c'était passionnant. La vidéo sera bientôt disponible, je t'enverrai par email. N'hésitez pas à la diffuser. Merci à Bernard Accoyer, merci à Claude Fischer-Herzog pour un débat passionnant et beaucoup de commentaires aussi des participants et de questions très, très intéressants. Laurent, tu sais qu'on peut récupérer les chats, donc ça m'intéresse de savoir toutes les questions qui sont là, parce que comme ça nous permet aussi de travailler les arguments. Merci. D'accord, excellent. J'envoie aussi les questions du chat. Très bonne soirée. À bientôt, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci.